Ma fiancée a annulé notre mariage par SMS, après que son ex lui a offert un voyage à Paris. Je l'ai envoyé faire un tout autre genre de voyage, et aujourd'hui, c'est elle qui supplie. J'ai 31 ans. Ma fiancée, Lorraine, a 29 ans. Nous étions ensemble depuis 3 ans. Fiancés depuis 8 mois, avec un mariage entièrement planifié, les acomptes versés, et les invitations déjà envoyées. Nous vivons ensemble dans un appartement dont je suis propriétaire. Je travaille dans la promotion immobilière commerciale, ce qui implique de longues heures de travail, mais des revenus stables. Lorraine, de son côté, travaille dans le marketing pour une marque de mode haut de gamme. Elle accorde beaucoup d'importance à l'esthétique, au statut social, et aux apparences. C'est un détail important. Durant la majeure partie de notre relation, tout se passait bien, ce n'était pas parfait, mais c'était stable. Nous nous disputions pour des choses normales, l'argent, les emplois du temps. Ou encore sa tendance à transformer de simples désaccords en un procès complet. De ma personnalité. Elle a la langue bien pendue. Avant, je pensais que c'était simplement de la passion. Récemment, j'ai commencé à revoir mon jugement. Environ 2 mois avant le mariage, son ex a réapparu. Cet ex qu'elle décrivait toujours comme immature, et bien en dessous d'elle. Apparemment, pas assez en dessous d'elle pour l'empêcher de lui envoyer un message privé. Elle m'en a parlé d'une manière bizarrement désinvolte, comme si elle s'attendait à ce que je le prenne à la légère. Cela ne m'a pas enchanté. Mais je n'ai pas paniqué pour autant. Je lui faisais confiance, du moins, je le croyais. Au fil des semaines suivantes, elle est devenue de plus en plus secrète. Avec son téléphone, sans vraiment le cacher, mais en l'orientant pour que je ne voie rien, tout en souriant devant ses notifications. Quand je lui demandais à qui elle écrivait, elle me répondait que c'était des amis, sur un ton qui sous-entendait que j'exagérais déjà. Puis, le mois dernier, alors que j'étais en réunion avec des investisseurs, j'ai reçu un SMS de sa part. Sans avertissement, sans aucune discussion préalable. Elle mettait fin au mariage, pas à une simple discussion sur nos fiançailles, non, elle annulait le mariage, par SMS. La raison invoquée? Elle avait besoin d'espace pour faire le point sur ses sentiments, après que son ex lui a proposé un voyage improvisé à Paris. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais pas celui qui s'apprêtait à partir en voyage. J'ai fixé ce message pendant 1 minute entière, comme si mon téléphone avait un bug. Je l'ai relu 3 fois, car mon cerveau essayait désespérément d'y trouver un sens un peu moins insensé. Elle n'a pas écrit « Il faut qu'on parle ». Elle n'a pas proposé de reporter la date. Elle a simplement dit qu'elle annulait le mariage, parce qu'elle avait des sentiments à clarifier, et que son ex lui offrait un séjour à Paris comme s'il s'agissait d'une simple carte cadeau. Je l'ai appelée. Je suis tombé directement sur sa messagerie. J'ai rappelé. Encore sa messagerie. Finalement, elle a envoyé un autre SMS qui disait en substance « N'harcèle pas mon téléphone. Je suis submergé. Tu prouves exactement pourquoi j'ai besoin d'espace. » C'était tout à fait Lorraine. Mettre le feu à la maison, puis se plaindre que la fumée la stresse. Je suis rentré plus tôt à la maison. Pas pour supplier. Pas pour me disputer. J'avais simplement besoin de voir ce qu'il en était. Réellement. Elle était installée sur le canapé, son ordinateur portable ouvert. En train de faire défiler des offres de vol, tout en agissant comme si ma présence était une simple perturbation. Elle n'a même pas daigné se lever. Elle m'a regardé comme si j'étais un collègue qui s'était trompé de salle de réunion. Puis, elle a commencé à déballer ses reproches, sans attendre. Elle m'a expliqué qu'elle portait la relation à bout de bras, qu'elle ne se sentait pas choisie, que j'étais trop terre à terre et ennuyeux, et que Paris l'aiderait à y voir plus clair. Elle disait cela d'un ton suffisant, aérien, comme si elle
Passer une audition pour un film où l'héroïne quitte l'homme trop rangé. Je lui ai posé une seule question. Est-ce que tu pars à Paris avec lui? Elle a levé les yeux au ciel, puis a répondu, tu rends toujours tout si dramatique. Selon elle, cela pouvait n'être qu'un simple voyage, cela ne signifiait rien, et j'étais juste peu sûr de moi. Elle a ensuite ajouté que, si j'avais été un meilleur partenaire, elle n'aurait même pas été tentée de partir. C'est à ce moment précis que j'ai eu un déclic. Ce n'était pas un chagrin d'amour, mais une immense clarté. Si quelqu'un est capable d'annuler un mariage par SMS parce qu'un ex agite un billet d'avion, alors ce n'est pas une partenaire que j'allais épouser. J'allais épouser un fardeau, simplement doté d'un bel éclairage. Je lui ai donc dit, calmement, qu'elle était libre de partir, mais que nous avions terminé, et qu'il n'était pas question qu'elle revienne chez moi comme si de rien n'était. Elle a ri. Elle a ri, pour de bon. Elle a dit, tu ne peux pas me jeter dehors juste parce que je pars en voyage. C'est là que j'ai compris qu'elle pensait que je bluffais. Lorraine était intimement convaincue que je réagissais sous le coup de l'émotion, et que je me calmerais d'ici le lendemain matin. C'est ainsi que fonctionnait notre dynamique, par le passé. Elle poussait le bouchon, envenimait les choses, lançait des piques blessantes, et je m'efforçais toujours de stabiliser la situation. Elle s'attendait à ce scénario habituel. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. À la place, j'ai posé une question très simple, as-tu toujours l'intention de faire ce voyage? Elle m'a répondu que oui, probablement la semaine suivante. Elle l'a dit sur le ton de quelqu'un qui confirme un rendez-vous chez le coiffeur. Je lui ai alors expliqué clairement que, si elle choisissait de partir pour un voyage romantique financé par son ex, à 2 mois de notre mariage, alors nos fiançailles étaient rompues, et qu'elle devait immédiatement trouver un autre endroit où loger. Je lui ai rappelé que l'appartement était exclusivement à mon nom, et qu'elle ne figurait pas sur le titre de propriété. Elle participait aux charges et aux courses, certes, mais le prêt immobilier et les frais de copropriété étaient entièrement à ma charge. Elle a eu un sourire narquois, puis m'a dit que j'étais trop calculateur, que je ramenais toujours tout à des contrats et à de la logistique. Elle a ajouté que l'amour n'est pas un contrat de bail. J'ai acquiescé, tout en précisant que le logement, lui, en est un. Elle a tenté de se lancer dans un grand discours émotionnel, expliquant à quel point elle se sentait étouffée, et que, peut-être, Paris lui rappellerait qui elle était en dehors de notre couple. Je ne suis pas entré dans son jeu. Je lui ai demandé à nouveau, très directement, est-ce que tu pars? Elle a répondu. Oui. Elle a affirmé qu'elle méritait de se sentir désirée. Elle a insisté sur le mot « désirée », comme si je l'avais privée d'air pendant tout ce temps. J'en savais assez. Je lui ai annoncé qu'elle avait 24 heures pour déménager. Ce n'était pas par colère, c'était simplement de la logistique. Sa sœur habite à 10 minutes, et ses parents résident à 1 heure de la ville. De plus, elle a des amis qui l'ont vivement encouragée à se retrouver. Les solutions ne manquaient pas. Je lui ai dit que je lui laissais la journée, ainsi que la nuit, pour emporter l'essentiel, et s'organiser pour le reste. Son expression a changé à ce moment-là. Ce n'était pas du regret, ni de la tristesse, mais de l'agacement. Elle m'a dit, tu vas vraiment gâcher 3 ans de vie commune pour un simple voyage? J'ai répondu que non, que je réagissais simplement au fait qu'elle gâchait un mariage pour un voyage. Elle m'a accusé d'être froid. C'était peut-être vrai, mais je ne comptais pas entrer en compétition avec un billet d'avion, et je n'allais certainement pas financer ma propre éviction. Les 24 heures suivantes ne furent pas spectaculaires. Elles furent tendues, et d'une redoutable efficacité. Lorraine n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas excusée. Elle alternait entre un silence de glace, et des petites piques verbales.
répétant que je surréagissais, et que je prouvais exactement ce qu'elle disait. Sur mon indisponibilité émotionnelle. Je ne suis pas entré dans le débat. J'ai travaillé depuis mon bureau à domicile, j'ai pris mes appels, et j'ai commencé à prendre des mesures concrètes. Tout d'abord, j'ai contacté le lieu de réception et les prestataires, à savoir le traiteur, le photographe, le fleuriste, et le groupe de musique. J'ai demandé ce qui était remboursable, et ce qui ne l'était pas. Je n'ai pas présenté cela comme une possibilité. J'ai annoncé clairement que le mariage était annulé. Je préférais perdre les acomptes plutôt que de prétendre que cette situation était temporaire. Ensuite, j'ai appelé mon avocat, non pas pour envenimer les choses, mais pour m'assurer que j'étais dans mon bon droit concernant l'appartement. Elle ne figurait pas sur le titre de propriété. Il n'y avait pas de contrat de concubinage, ni de compte joint. Mon avocat m'a confirmé que lui demander de partir était tout à fait raisonnable, et m'a conseillé de formaliser nos échanges par écrit. J'ai donc envoyé un court email résumant ce que je lui avais dit de vive voix, les fiançailles étaient rompues, elle devait libérer les lieux sous 24 heures, et je coordonnerai la récupération du reste de ces affaires d'ici 2 semaines, si nécessaire. Un message calme, factuel, sans aucune insulte. Quand elle a vu passer l'email, elle a explosé. Elle a dit que je l'humiliais, que j'agissais comme si elle m'avait trompé alors que, techniquement, elle n'avait rien fait. Elle a insisté sur ce, techniquement, s'en servant comme d'un bouclier. Je lui ai répondu que je ne l'accusais de rien sur le plan physique. Je réagissais simplement à son comportement. Annuler un mariage par SMS, et réserver un voyage à Paris avec son ex, était une décision délibérée. Je ne faisais qu'y répondre. Elle a alors adopté une attitude de supériorité. Elle a affirmé que j'étais mesquin de poser des conditions à son hébergement. Selon elle, un homme sûr de lui ne se serait pas senti menacé par un vol et une chambre d'hôtel. Elle présentait la situation comme si j'échouais à un test de maturité. Je n'ai pas cherché à savoir si son billet d'avion était réservé. Je n'avais pas besoin de confirmation. Le mariage était déjà annulé. Le message avait été envoyé, et l'intention était bien assez claire. À ce stade, ma décision était prise. Il ne s'agissait plus du tout de Paris. Il s'agissait du fait qu'elle pensait pouvoir annuler notre mariage, tester une autre option, et conserver son logement en toute sécurité au cas où elle changerait d'avis. Je n'allais pas être la solution de secours qui paie le crédit immobilier. Ce soir-là, elle avait préparé 2 grandes valises et plusieurs sacs en toile. Elle se déplaçait dans l'appartement comme si elle séjournait dans un hôtel. Devenu trop étroit pour elle, détachée, et légèrement importunée. Elle a fait exprès de prendre tout son temps dans la chambre. Je suis resté dans le salon. Et je l'ai laissé faire. Je n'allais pas surveiller ses bagages comme un agent de sécurité. Je partais du principe que ce qu'elle prenait lui appartenait. Je n'avais aucune envie de partager les meubles, ou de me disputer pour de la vaisselle. Pour moi, la plupart de ces détails matériels étaient déjà de l'histoire ancienne. Vers minuit, elle s'est tenue près de la porte avec ses valises, et m'a regardé comme si elle attendait un revirement de dernière minute, un discours larmoyant, ou un grand geste romantique. Je n'ai rien proposé de tel. Elle m'a dit, c'est de la folie. Tu le sais, n'est-ce pas? Tout ça pour une simple opportunité. Je lui ai répondu qu'il ne s'agissait pas d'une opportunité, mais d'un choix qu'elle avait déjà fait, et que je ne faisais que le respecter. Elle a secoué la tête, puis a ajouté que je le regretterais, que les hommes comme moi ne rencontraient pas souvent de femmes comme elle, et que lorsqu'elle publierait des photos depuis Paris, je comprendrais enfin ce que j'avais perdu. C'était un bien étrange discours de vente pour quelqu'un qui était en train de s'en aller. Je lui ai ouvert la porte. C'est ainsi que s'est terminée notre dernière confrontation en personne.
Le lendemain matin, j'ai changé le code d'accès de l'appartement, et j'ai fait suivre son courrier à l'adresse de sa sœur. J'ai également supprimé ses accès au compte de streaming partagé, ainsi qu'à notre abonnement Costco commun. Ce sont de petites choses, mais il est important que les limites soient claires. Je m'attendais à de la colère, à une avalanche de messages. Au lieu de cela, j'ai eu droit à un silence de mort pendant environ 48 heures. Puis, sa story. Instagram est apparu, salon d'aéroport, coupe de champagne, avec en légende une phrase sur le fait de savoir, penser à soi. C'est à ce moment-là que, dans ma tête, la situation a cessé d'être purement personnelle pour de la stratégie. Parce que, si elle voulait faire un voyage, j'allais l'envoyer faire un tout autre parcours. Je n'ai pas réagi à sa story. Je n'ai pas répondu. Je n'ai rien envoyé de passif-agressif. J'ai simplement regardé, le temps de confirmer ce que je savais. Déjà, salon VIP, coupe de champagne, et cette formule sur l'importance de s'accorder la priorité. Ce fut la dernière publication que je vis d'elle car, immédiatement après, je l'ai bloqué. Son numéro de téléphone d'abord, puis Instagram, puis Facebook. Je l'ai également retiré de mes contacts LinkedIn, puisqu'elle aimait aussi soigner son image. Je n'avais aucune envie d'assister, aux premières loges, à son expérience, et je ne comptais pas lui laisser d'accès à ma vie pendant qu'elle vérifiait si Paris était plus agréable que la stabilité. Ce blocage n'avait rien d'émotionnel, c'était purement procédural. Si elle avait choisi d'annuler notre mariage par SMS, elle n'avait pas à garder un canal ouvert avec moi pendant son séjour à l'étranger. Ensuite, j'ai commencé à régler les derniers détails en suspens. J'ai contacté le lieu de réception pour obtenir une confirmation écrite que notre date était officiellement libérée. J'ai fait de même avec le traiteur et le photographe. Tout ce qui était remboursable a été versé sur mon compte, puisque j'avais réglé l'intégralité des acomptes. J'ai tout consigné dans un tableur, y compris les pertes. Une comptabilité propre. J'ai également envoyé un bref email à notre liste d'invités, le mariage n'aura pas lieu. Merci pour votre compréhension. Aucune explication, aucun mélodrame. Je refusais de prêter le flanc aux spéculations, ou de devoir me justifier dans des discussions de groupe. Après cela, j'ai appelé le bijoutier, et j'ai entamé la procédure de retour de la bague de fiançailles. Nous étions encore dans les délais prévus par les conditions de retour. Ce seul remboursement a permis de couvrir la majeure partie des acomptes perdus. J'ai également annulé nos billets d'avion pour la lune de miel en Grèce, billets qui étaient à mon nom. Je n'ai rien annoncé publiquement, il n'y avait aucune mise en scène. Mais, le temps qu'elle se trouve à mi-chemin au-dessus d'eux, l'Atlantique, toute l'organisation de nos fiançailles était déjà démantelée, et elle n'avait aucun moyen de me joindre directement pour vérifier si je bluffais. Ce silence était tout à fait délibéré. Elle est rentrée au pays 5 jours plus tard. Je n'en connaissais pas l'heure exacte, l'ayant bloqué partout, mais je l'ai appris indirectement. Ma sœur m'a appelé ce soir-là pour me demander ce qu'il se passait. Apparemment, Lorraine avait commencé à envoyer des messages à nos amis communs, affirmant qu'elle n'arrivait pas à me joindre, et que je surréagissais. Cela m'indiquait deux choses. Premièrement, elle supposait que je l'attendrais. Deuxièmement, elle ne s'imaginait pas que les conséquences iraient au-delà du terminal de l'aéroport. Environ une heure après cet appel, on a frappé à ma porte. Des coups calmes, mesurés, sans aucune trace de panique ou de désespoir. J'ai vérifié le flux vidéo de ma caméra sur mon téléphone avant d'ouvrir. Elle se tenait là, avec une seule grande valise, et son bagage cabine. Pas d'accent parisien en vue, pas d'éclat particulier, juste de l'irritation. Je suis sorti sur le palier, en refermant la porte derrière moi. Elle s'est immédiatement lancée dans de grands discours. Elle a affirmé que la bloquer était enfantin, que des adultes normaux devaient s'expliquer,
qu'elle était simplement partie pour s'éclaircir les idées, et que j'avais tout envenimé sans raison. Je l'ai laissé finir. Puis, je lui ai dit qu'il n'y avait absolument rien à approfondir. Le mariage avait été annulé, la bague retournée, la lune de miel remboursée, nos prestataires prévenus, et nos invités informés. Son visage s'est décomposé en entendant cela. Elle m'a demandé ce que je voulais dire au sujet de la bague. Je lui ai expliqué calmement que, puisque nous n'étions plus fiancés, je l'avais renvoyée pendant la période de retour autorisée. Les fonds avaient déjà été reversés. Ce fut la première fissure dans son assurance. Elle a affirmé que j'étais censé l'attendre, qu'elle pensait que nous discuterions à son retour, et qu'elle avait simplement eu besoin d'espace pour comparer ses sentiments afin de voir ce qui était réel. Comparer? Ce mot a eu plus d'impact sur moi que tout ce que Paris aurait pu provoquer. Je lui ai répondu que je n'étais pas une option sur une carte. Si elle ressentait le besoin de comparer, alors le choix était en réalité déjà fait. Elle a assuré qu'elle n'avait pas couché avec lui, que ce n'était que des dîners, des promenades, et des discussions. Je lui ai répondu que cela n'avait aucune importance, car notre relation s'était arrêtée à la seconde même où elle avait envoyé ce SMS, et que je ne rouvrirais pas les négociations. Elle n'est pas partie tout de suite. À la place, elle est passée en mode négociation. Elle a dit que j'étais trop rigide, que les vrais couples traversaient des moments de doute, et qu'il était irréaliste d'exiger de quelqu'un qu'il ne remette jamais ses choix en question. Avant le mariage, elle a présenté son voyage comme s'il s'agissait d'une simple étude comparative, affirmant qu'elle avait fait ses vérifications préalables et qu'elle avait désormais les idées claires. Je ne lui ai posé qu'une question. Si ton séjour à Paris s'était mieux passé, serais-tu ici en ce moment même? Elle n'a pas répondu directement. Elle a dit que ma question n'était pas juste, que les émotions étaient complexes, et que je simplifiais trop les choses. C'était une réponse en soi. Elle a alors tenté une autre approche. Elle a expliqué que son ex n'était plus tout à fait comme dans ses souvenirs, qu'il était resté immature, qu'il ne parlait que de lui, et qu'elle avait réalisé que j'étais quelqu'un de stable et de fiable. Elle a vraiment employé le mot « fiable », comme s'il s'agissait d'un prix de consolation. Je lui ai répondu que la fiabilité n'était pas une insulte, mais que ce n'était pas non plus quelque chose que l'on teste en le comparant à une autre option. Elle s'est approchée, puis a baissé d'un ton. Elle m'a dit qu'elle était prête à oublier les blocages, les annulations, et tout le reste, si nous acceptions simplement de repartir à zéro. Elle a ajouté que personne n'avait besoin de savoir que le mariage avait été définitivement annulé. Nous pourrions reprogrammer la date en toute discrétion. C'est là que j'ai compris la nature profonde de sa panique. Ce n'était pas une question d'amour, mais une question d'image. Les invitations étaient déjà parties. Nos amis avaient déjà vu ses publications sur Paris. Elle refusait d'être cette femme qui quitte son fiancé pour un ex, et qui revient seule. Elle voulait réécrire l'histoire. Je lui ai répondu qu'il n'y avait rien à réinitialiser. J'avais déjà informé nos invités, et il n'y aurait aucune version secrète de cette histoire où nous prétendrions qu'il s'agissait d'un simple problème de calendrier. J'ai ensuite ouvert la porte derrière moi, je suis entré à l'intérieur, et je lui ai dit que cette discussion était terminée. Je lui ai précisé qu'elle devait quitter les lieux immédiatement, et qu'elle ne devait pas revenir sans avoir convenu, par email, d'un rendez-vous pour récupérer ce qu'elle avait laissé. Elle m'a dévisagé comme si je venais de la gifler. Elle m'a dit que je ne pouvais pas être sérieux. Je lui ai répondu que j'étais d'un sérieux absolu. Puis, j'ai refermé la porte. Je l'ai verrouillée, et je n'ai pas rouvert. Lorsqu'elle s'est remise à frapper. Elle a frappé pendant environ 2 minutes. Ce n'était pas de l'hystérie, elle ne criait pas. C'était simplement des coups fermes, contrôlés, comme si elle était toujours persuadée que tout cela n'était
que temporaire. Puis, les coups ont cessé. Presque aussitôt après, mon téléphone s'est mis à vibrer. Un numéro inconnu. J'ai laissé l'appel basculer sur la messagerie. Puis, un autre numéro masqué s'est affiché. Enfin, j'ai reçu un SMS de sa sœur, me demandant s'il me serait possible d'être raisonnable. Je n'ai pas répondu ce soir-là. Le lendemain matin, j'ai envoyé un unique email, avec pour objet récupération des biens personnels. Je lui ai proposé 2 créneaux horaires, au cours de la semaine suivante, durant lesquels je serai présent afin qu'elle puisse récupérer ses affaires restantes. J'ai précisé qu'au-delà de cette période, tout ce qui n'aurait pas été récupéré serait mis en carton, puis envoyé dans un garde-meuble assez frais. Pas d'insultes, aucun commentaire personnel, uniquement de la procédure. Elle a répondu dans les 15 minutes. Son ton avait changé. C'était moins agressif, mais beaucoup plus pressant. Elle affirmait que j'étais extrême, et que nous avions besoin de tourner la page de manière plus constructive. Elle ajoutait qu'elle se sentait prise de court par mon attitude si définitive. Ce terme a failli me faire rire. Prise de court? Elle avait annulé notre mariage par SMS pour pouvoir partir à Paris avec son ex, et j'avais réagi en moins de 24 heures. Il n'y avait absolument rien de soudain là-dedans. Elle s'est présentée au premier créneau horaire. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de grand discours, ni de théorie sur la passion. Elle est entrée en silence, à regarder autour d'elle comme si l'appartement appartenait déjà à quelqu'un d'autre, puis a rassemblé ses derniers vêtements et ses produits de beauté dans la salle de bain. À un moment donné, elle s'est arrêtée dans la cuisine, et a glissé qu'elle ne pensait pas que je la laisserais réellement partir. C'était probablement la parole la plus sincère qu'elle ait prononcée de toutes notre relation. Je lui ai répondu que je n'étais pas là pour retenir quelqu'un qui souhaitait tester d'autres options. Elle a hoché la tête, mais ce n'était pas un signe d'accord. C'était de l'incrédulité. Lorsqu'elle a eu terminé, elle s'est tenue près de la porte, puis a demandé si c'était vraiment la fin. J'ai répondu que oui. Elle a attendu une seconde de plus, comme s'il pouvait y avoir un rebondissement de dernière minute. Il n'y en a pas eu. Elle est partie avec ses dernières affaires, et, pour la première fois depuis des semaines, l'appartement a retrouvé un calme qui n'était pas pesant. J'ai pensé que l'histoire s'arrêterait là. Pendant environ 3 semaines, ce fut effectivement le cas. Aucun message, aucune visite surprise. Nos amis communs ont cessé d'évoquer son nom lorsqu'ils ont compris que je n'avais aucune envie de faire d'autopsie de notre couple. Le travail a rapidement comblé le vide. Les affaires ne s'arrêtent pas sous prétexte que vos fiançailles s'effondrent. Puis, elle m'a envoyé un email. Pas pour se disputer, pas pour m'accuser de quoi que ce soit, mais pour me demander si nous pouvions nous voir autour d'un café. Elle écrivait qu'elle avait beaucoup réfléchi, que Paris n'avait pas été à la hauteur de ses attentes, et qu'elle avait réalisé qu'elle avait confondu l'excitation avec la compatibilité. Elle ajoutait qu'elle comprenait désormais que la stabilité est une chose rare, et qu'elle l'avait tenue pour acquise. J'ai lu ce message une fois, puis je l'ai refermé. 2 jours plus tard, j'ai reçu un autre email. Celui-ci était nettement moins soigné. Elle y avouait qu'elle avait commis une erreur, que son ex avait déjà tourné la page sur le plan émotionnel, même pendant qu'il était là-bas, et qu'elle se sentait stupide. Elle disait regretter nos habitudes, les courses ensemble, les matins du dimanche, et cette routine si prévisible. Elle écrivait qu'elle ferait n'importe quoi pour arranger les choses. Je n'ai pas répondu. Pas de mise au point, pas de débat, pas de rendez-vous pour clore le chapitre. Le silence était ma seule réponse. Une semaine plus tard, elle a envoyé un ultime message, plus court, moins assuré. Elle disait espérer que je revienne sur ma décision, ajoutant que tout le monde pouvait faire des erreurs.
Avant un engagement aussi important, et qu'il lui semblait extrême de tout. Gâché pour un simple écart de conduite. Je n'ai pas répondu à cela non plus. De mon point de vue, rien n'avait été gâché. Sur un coup de tête. Elle avait pris sa décision lorsqu'elle avait annulé notre mariage par SMS, pour monter dans un avion avec un homme qu'elle avait aimé. Autrefois. J'ai pris la mienne lorsque j'ai refusé de passer l'audition pour le rôle de la solution de secours la plus rassurante. Il ne me reste aucune colère. Aujourd'hui, seulement une limite très simple. Si quelqu'un a besoin de vous comparer à un autre pour estimer votre valeur, laissez-le terminer sa comparaison sans vous. Elle voulait Paris. Je voulais la certitude, et j'ai choisi de ne pas entrer dans cette compétition.